Selon un journaliste de 1920, la nature a fait les femmes pour tout porter, les enfants, les coups et les peines des hommes. Petit cœur de minette, je vous le dis tout bas. Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Un souvenir se presse, mais ne se donne pas. Battu, disputé, disons. Oui. Un coup malheureux. Oh, des petites gifles, bon. 4 fois rien. C'est que j'ai une femme qui fait tout elle-même. Disons plutôt que c'est ma machine à coudre Singer qui fait tout pour moi. Qui peut aimer Ninette? Mon cadeau de fiançailles, une prisation. Ah, ça commence très fort. Restez bien assis au fond de votre fauteuil, car ceci n'était qu'une mise en bouche. Bonjour, nous avons eu recours à l'intelligence artificielle pour donner vie, en images, à certaines séquences du film. Embarquons ensemble dans cette romance sur papier glacé. Bon voyage. Sous le ciel de mon beau pays, il n'y en a pas une comme ma brune. Oui, depuis qu'elle m'a souri, il n'y en a pas une qui m'a séduit. Vous voyez ces histoires d'amour dans les romans photos? Moi aussi, j'y croyais, avec tout ce que ma grand-mère me raconte. Jusqu'à ce que ce garçon arrive et reparte aussi vite qu'il était entré dans ma vie. Une tornade, je vous dis. Beau, drôle, mystérieux. Genre photographe de paysage. Mais en réalité, il photographiait ses plats pour Instagram. Moi, forcément, j'étais sous le charme. Une semaine après notre rencontre, il m'invite à dîner chez lui. Pâtes au pesto. Romantique. Sauf qu'il avait oublié d'acheter du pesto. On a mangé des pâtes nature au beurre, même pas de parmesan. J'aurais dû comprendre ce soir-là que ça n'irait pas plus loin. Et puis un jour, plus personne. Pas un mot, pas un texto, rien. Disparu, envolé, comme un mirage. J'ai fouillé dans nos souvenirs. Peut-être une dispute, une blague qui l'aurait vexé? Non, rien. Il est juste parti comme ça. Du coup, j'ai fait ce que toute femme sensée ferait dans cette situation. J'ai enquêté sur les réseaux sociaux. Devinez quoi? Monsieur était à l'île Maurice, à Flic en Flac, en train de faire du yoga tout en sirotant du rhum arrangé. Franchement, c'est n'importe quoi. Tant pis pour lui, tant mieux pour moi. Ah, l'île Maurice, il s'est sacrifié pour le soleil et les massages. Qu'il y reste, le monde a besoin de héros comme lui. Tu ne pourrais dire si, le dire sans rire. Non, 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 ces petits mots gentils qu'on murmure parfois au creux de l'oreille, tout bas, même si tu l'oses. Si, c'est pas la même chose. Non, 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 car on ne dit bien ces mots-là qu'au creux de l'oreille, tout bas, tout bas. Un petit mot doux, c'est comme un baiser qui part de la joue, timide et léger, et qui bientôt s'aventure. Plus qu'on ne l'aurait pensé, il cherche partout à vous cajoler, vous ensorceler, et fait tout à coup monter la température. Sans crier gare au danger, tu ne pourrais dire si, le dire sans rire. Non, 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 ces petits mots gentils qu'on murmure parfois au creux de l'oreille, tout bas, même si tu l'oses. Si, c'est pas la même chose. Non, 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 car on ne dit bien ces mots-là au creux de l'oreille, tout bas, tout bas.
même si tu l'oses. Si, c'est pas la même chose. Non, 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 car on ne dit bien ces mots-là qu'au creux de l'oreille, tout bas, au creux de l'oreille, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Mes chéris, n'imaginez pas ce que j'ai en tête. Une lumière pareille, ça s'invente pas. Les glaces fondantes, le vent dans les cheveux, c'est du pur roman photo, néo-rétro, émotionnel. Du néo-rétro émotionnel? On va pleurer ou rigoler? Parfait. Je n'aurais même pas à jouer. Les deux, évidemment. Je veux capter la faille, la blessure glamour. Eugénie, ton regard sur la mer. Parfait. Tu seras l'amoureuse désabusée, brisée mais digne. Et toi, Ethel, tu seras son amie fidèle, la complice, la voix de la raison. Mais avec un soupçon de mystère. Peut-être que tu caches un secret, qui sait. On commence avec vous deux, là. Comme maintenant, très naturel. Tu veux qu'on lui écrive une lettre? Une vraie lettre vénéneuse, à l'ancienne. Non, je préfère prendre une photo où je suis sublime. Il s'en mordra les doigts. Eugénie, tu regardes la mer. Ethel, tu la regardes inquiète, comme si tu sentais qu'elle allait faire une bêtise. C'est magnifique. Ah ça y est, vous êtes mes muses. Je ne veux plus jamais rentrer à Paris. Bonjour, vous auriez le magazine Nous deux, s'il vous plaît? Oui, il est là-bas. Merci. Eh oui, je lis un roman photo. Et vous trouvez ça ringard? En fait, ça m'est égal. Ma grand-mère m'en parle régulièrement. Je me rappelle plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé le premier, ou bien si c'était moi qui avais fait les avances. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est bon, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Dans sa jeunesse et bien après, ses romans photos étaient prisés des femmes qui les lisaient dans les transports en commun, en allant au travail ou chez le coiffeur, dans les campagnes pour échapper au quotidien et s'évader en regardant les publicités de mode. Et les jeunes femmes romantiques également, qui, la tête dans les nuages, imaginaient un avenir idéal. L'utilité des romans photos, ça permettait de rêver, parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout. La seule façon de s'évader, c'était ça. Et surtout peut-être aux femmes. Ce qui n'est pas une critique, hein, parce que les femmes, elles se rendaient compte qu'elles avaient de la chance de savoir lire. Et ça a l'air bête, hein, mais savoir lire, ben, c'est une chance. Et ça permet de se sortir d'un travail qui est souvent très dur, parce que moi, j'ai connu des gens qui ont travaillé très jeunes, et pour qui c'était tellement dur ben, qu'on rêve au prince charmant. Le bonheur, c'est de se sentir aimé par quelqu'un et de ne pas avoir de remords. Quand vous lui dites des mots très tendres, la fillette semble rien entendre. À ces choses-là qu'elle comprendrait bien, sa bouche ne répond rien. Mais voilà ce que chante son joli rire, ce que dit son cœur qui soupire, et ce que les amoureux savent très bien lire en ses yeux. Ah, si vous voulez de l'amour, ne perdez pas un jour, cueillez le bonheur qui passe, car c'est le printemps. Profitez du moment, allons dépêchez-vous, ou ça ne sera pas pour vous, v'là tout. Ah, si vous voulez de l'amour, ne perdez pas un jour. Allons, dépêchez-vous, ça ne sera pas pour vous. Et donc les hommes ne savaient pas lire? Ben, ils lisaient moins, ou ils rêvaient peut-être moins, je ne sais pas moi. Ou ils pensaient peut-être que la princesse était facile à trouver. Allons, messieurs, puisque j'ai promis, vous allez connaître mon mari. Vous n'êtes pas très sympathique et vous trop mélancolique. Et quant à vous, ce serait bien mieux si vous aviez un peu de cheveux. Je n'aime que les tailles fines. Oui, vraiment, mon cœur m'incline vers ce charmant jeune homme qui vient prendre tous les soirs sa limonade sur le trottoir. Ces revues passaient de main en main dans les familles.
de la grand-mère à la mère et de la mère à sa fille adolescente. Elle circulait aussi entre amis et collègues de travail. Tout naturellement, j'ai voulu me faire ma propre opinion et vous la faire partager. Voilà pourquoi je lis un roman photo. C'est aussi simple que ça. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le soleil est fait pour les beaux jours, et le gars pour l'amour. Bon alors voilà, les romans photos c'était le truc à la mode dans le temps. Des histoires cucul à praline en images, avec des personnes qui font des poses dramatiques. Ça plaisait aux gens, surtout aux dames, qui s'échangeaient ça comme on se passe une recette de gâteau. C'était la grande évasion. Et aujourd'hui, plus grand monde s'intéresse aux romans photos. Ce qui cartonne par contre, c'est le selfie. Un autoportrait, clic-clac et hop, on le balance sur Insta. Tout le monde fait pareil, c'est presque devenu une compétition de qui a la meilleure pose. Plus besoin d'intrigue à rebondissement, d'une histoire d'amour impossible. Une moue, un filtre mignon et hop, on partage. C'est un peu comme le Nutella. De temps en temps, c'est sympa, mais bon, à haute dose, c'est la crise de foie assurée. On a tous un ami comme ça, qui ne peut pas manger son hamburger sans l'immortaliser sous toutes les coutures. Ou pire, le même qui prend une centaine de selfies pour en poster un avec la légende cliché spontané. Tu nous la fais pas à nous, Kevin. Dans un roman photo, on attend la prochaine page pour savoir la suite. Ou la semaine suivante, pour suivre le feuilleton de son héros préféré. Avec un adepte du selfie, on sait déjà qu'il y aura une nouvelle pause dans 5 minutes. Certes, les femmes sont aussi adeptes des selfies, mais alors les hommes, c'est souvent une quête d'ego en mode « moi, moi, moi ». Tu dis « moi, moi, moi ». Mais sais-tu que même les planètes tournent autour d'elles-mêmes avant de croiser d'autres astres? Qui c'est qui t'aime comme un caniche? Moi, moi. Qui te fait des 12 yeux de biche? Moi, moi. Qui c'est qui te rime, qui fait le ménage? Et quand tu lis, te tourne les pages. Qui c'est qui te fait les mains? Qui c'est qui prépare ton bain? Qui fait sauter les crêpes Suzette? Moi, moi. Qui fait Paris à bicyclette? Moi, moi. Qui fait la queue pour les emplettes? Qui c'est qui passe payer tes dettes? C'est moi, c'est moi, et c'est moi. Qui répond au téléphone? Moi, moi. Qui sait bien jouer du gramophone? Moi, moi. Qui t'épluche tous les légumes? Qui te frictionne quand tu t'enrhumes? Qui te fait des bons jeux de mots? Hein? Qui lit l'Allemagne à Vermeau? Qui c'est qui ranime le chauffage? Moi, moi. Qui c'est qui se tape le jardinage? Moi, moi. Qui reprise toutes les chaussettes? Qui ne casse jamais la sienne? C'est moi, c'est moi, c'est moi. T'auras beau faire le tour de la terre, toi, toi. Épouser tous les milliardaires, toi, toi. Tu t'ennuieras de ton caniche qui te faisait des yeux de biche, toi, toi, toi. Tu reviendras dormir sous mon toit. Alors, est-ce que ça fait rêver? Bah non, pas vraiment. C'est plutôt « regardez-moi » que pour raconter des histoires. C'est comme si on avait échangé une comédie romantique pour un miroir de salle de bain. Mais soyez rassurés, le romantisme n'est pas mort. Il a changé, voilà tout. Exit les déclarations d'amour, les serments, les chocolats et les bouquets de fleurs. Pour la jeune génération et à l'ère post-#MeToo, le romantisme n'est plus aux grands gestes, mais aux petites attentions du quotidien. Selon un sondage Bumble réalisé auprès de 48 000 membres de la génération Z et des millénials, être romantique en 2025 se caractérise par des gestes simples, comme s'envoyer des mémos, partager des playlists, des titres de livres à lire, une adresse de resto sympa. Pour 86% des célibataires interrogés, ces gestes en apparence anodins sont une nouvelle manière de démontrer son attachement et montrer son affection. Ce micro-romantisme serait plus fort pour renforcer la complicité et l'intimité au sein d'un couple naissant ou déjà en place. Oui, je suis romantique et c'est très bien ainsi. La vie est plus gaie. Oui, libération, renaissance. Eugénie, tu es à nouveau vivante. Crie si tu veux. C'est interminable et j'aime le chocolat. La prochaine fois, on tombera amoureuse à deux. Comme ça, on pourra tout rater ensemble. Ou réussir, mais toujours à deux. Mesdemoiselles, c'est peut-être le plus beau roman de photo que j'ai jamais tourné. Et si vous pensez que le romantisme est has-been, que nenni. Près de la moitié des femmes dans le monde se déclarent toujours romantiques. Quand la nuit tombe sur la ville, je cherche par-dessus les toits un petit coup d'or qui scintille pour lui parler un peu de toi. C'est une petite étoile
Séparé de toi, je pleure, mais comme tu l'as promis, ton regard à la même heure s'est posé sur elle aussi. Qui pourrait donc mieux comprendre des amoureux et m'offrir le reflet tendre de tes grands yeux bleus? Et je confie la promesse de t'aimer bien chaque jour, avec mes folles caresses, allez, toi d'un Il y a une époque, les filles restaient dans les fermes où elles étaient placées peut-être plus vite. Les parents investissaient plus dans un garçon. Hein. Un garçon, il passera son certificat d'études, donc il faut qu'il soit scolarisé. Tandis que la fille, bon, allez hop, placée en ferme. Les femmes étaient quand même beaucoup plus bouclées. Moi, je me souviens de femmes qui ont été placées en ferme, elles avaient 14 ans. Hein. Et alors, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait même pas de bus, il n'y avait rien du tout. Alors, vous êtes placé en ferme à 14 ans. Je me souviens, il y avait deux personnes. Hein. Une, je me souviens de son nom, s'appelait Charlotte. Et elle avait été placée chez des gens qui élevaient des lapins hongrois. Et elle était supposée arracher le poil des lapins hongrois. Et un lapin, eh ben, ça griffe, hein, et ça piaille. Hein. Et c'est elle qui m'avait dit, heureusement, la fille de la maison savait lire et me prêtait ses revues. Et moi, j'ai un souvenir, quand j'étais en classe de 4e, au lycée du Bellay, bien évidemment, à Angers, il y avait un prof d'histoire qui avait demandé « Qu'est-ce qu'on lit ?» Alors, il y en avait qui lisaient La Semaine de Suzette, l'autre, je ne sais pas, Tintin, Cœur Vaillant. Il y en avait une qui avait dit qu'elle lisait Nous deux, ou quelque chose comme ça. Le prof avait dit d'abord tout ça. Il n'y en avait qu'une qui lisait quelque chose de bien, c'était qui lisait Vaillant. On pouvait dire le bulletin de vote du prof d'histoire. Bon, hein, Vaillant, c'est très bien, mais le mépris qu'elle a affiché pour la fille qui lisait Nous deux, ça m'avait scandalisé. Hein. C'était du mépris, et le mépris, c'est dur. Ton cœur me semble encore éditer cher trésor, mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser. Un vertige m'éblouit, un baiser c'est exquis, mais dès qu'il aura pris, je crains d'être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mépris, car je suis très mignonne. Ah, mon cœur est aux abois, tu peux prendre mon vent, mon corps au fond des bois. Ah, viens sous les pas. Je garde ce pas et j'y vais pas à pas. Suis-moi petit. Je suis petite sur les grands petits. Viens en sourcier, allons gazouiller sur les pas l'étudier. Ce n'est pas l'étudier. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les pas l'étudieront. Aimons-nous sur les pas, tu aimons-nous sur les pieds, aimons-nous sur les pieds. Pour comprendre la jeunesse du roman photo, il faut remonter aux années précédant la Première Guerre mondiale. Ses origines sont variées. D'abord, les cartes postales sentimentales en épisodes, généralement par série de 5 ou 6 cartes. Elles permettaient aux correspondants d'y dévoiler leurs sentiments. Elles se déclinaient en une succession de scénettes amoureuses à la manière d'un roman photo. Le destinataire les recevait au compte-gouttes, de quoi faire durer le suspense dans une nouvelle relation. Il y a eu aussi les revues de cinéma, racontant un film à travers une succession de photos. Le roman photo n'allait pas tarder à voir le jour. La carte postale, pendant la Grande Guerre, en plus de dire à celui qu'on aime qu'il vous manque, ainsi qu'aux enfants, devint un outil de communication et de propagande sans précédent, reflétant ainsi la réalité du conflit tout en façonnant l'opinion publique. Les soldats, privés de moyens de communication modernes comme le téléphone, utilisaient massivement les cartes postales pour maintenir un lien avec leurs proches. Celles-ci comportaient souvent des images soigneusement choisies, aux messages clairs et édifiants, afin de maintenir le moral des soldats et de leurs familles. Ces cartes postales, elles aussi, étaient déclinées en séries, représentaient fréquemment des scènes idéalisées de la guerre, dépeignant la bravoure des soldats et la gloire de la patrie. Il s'agissait de renforcer le patriotisme en donnant une image héroïque de l'armée française et en rappelant la légitimité du combat pour la défense de la nation. Le message visuel cherchait à minimiser les horreurs du front, en soulignant plutôt le courage et l'endurance des poilus. L'un des thèmes récurrents était la famille, avec une mise en scène fréquente de la femme et de l'enfant, souvent en opposition avec l'image du soldat. « Oh mon enfant chéri, je m'ennuie petit, loin de toi. Pour me faire plaisir, écris-moi. » Cela renforçait l'idée du sacrifice du soldat qui combattait pour protéger les siens. Une narration émotionnelle qui contribuait à justifier l'effort de guerre. Les enfants apparaissaient parfois sur ces cartes, symbolisant l'avenir.
la continuité et l'espoir d'une France qui survivrait à l'épreuve. Cette iconographie contribuait à maintenir un sentiment de devoir national, tout en rassurant les familles sur le fait que, malgré les dangers, leurs êtres chers accomplissaient un acte noble. Les cartes postales avaient donc une double fonction. Elles servaient de moyen de communication entre le front et l'arrière, tout en étant un vecteur de propagande permettant de contrôler l'image publique de la guerre. En renforçant l'unité nationale et en masquant les réalités les plus brutales du conflit, elles participaient activement à l'effort de guerre en jouant sur les émotions collectives et individuelles. Moi, je vais vous raconter une dame dans la forêt de Baugé. Alors, cette dame-là, la mère était morte. Ma grand-mère disait un enfant au monde, un pied dans la tombe. Sa maman était morte à la naissance. Elle avait déjà une plus grande sœur. Le père était bûcheron. Alors, ils allaient dans la forêt de Baugé. Elle m'a dit on avait froid. D'ailleurs, cette dame-là, il fallait surtout pas qu'elle ait froid. Il fallait qu'il fasse chaud. Alors, il nous faisait des petits feux de bois pour se réchauffer. Oh, elle me faisait presque penser aux petits poussets dans sa forêt. Et puis, j'avais une vieille dame voisine qui s'occupait un peu des gosses de ce monsieur qui était tout seul, qui me passait des romans photos. Et je me suis dit, un jour, je trouverai le prince charmant. Et elle me dit, j'ai trouvé un gendarme. Alors, le gendarme, c'était le salaire, déjà. C'était un logement de fonction, chauffé, de l'eau, le rêve. Et c'était merveilleux. Le bonheur pour moi, c'est avoir un appartement et être bien logé. Une madame, là, il faut que je vous raconte son histoire, parce que c'est une histoire qui m'a... J'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Elle était domestique très jeune, pendant la guerre de 14. Sa patronne lui donnait une lettre à poster tous les jours à la gare. Elle avait des sabots, et une paire de sabots tous les ans. Et elle avait des pieds dans un état épouvantable. Et alors, c'était la vie de fille de ferme. C'est la situation la pire que j'ai vue. Bien pire qu'en usine, parce qu'il n'y avait personne. Et puis, c'était une grosse ferme avec des bons hommes. Et un jour, elle me dit, voilà la phrase exacte, il y en avait qui se mettaient le cul dans la fourmilière et qui ne savaient plus qui c'est qui les avait piqués. Après, elles avaient des petits chiots dans les pattes, à moins qu'elles s'en s'en débarrasser sur le fumier. Si tu disais non aux garçons de ferme, ils te refilaient les cochons. Et les cochons, c'est méchant. Ça peut être très méchant, les cochons. Et elle avait 13-14 ans, elle avait peur des cochons. Et alors, elle n'était pas tellement dépendante, cette dame-là. Mais elle m'avait fait cette réflexion qui m'avait impressionné. Moi, j'ai tellement travaillé, je me mettais de la Sarthe, je ne veux plus rien faire. Même me laver les pieds, même laver mon bol. Elle avait trop travaillé. Et trop jeune, et avec aucun recours, parce que les parents, ça te faisait une bouche de moins à nourrir, et fallait pas venir pleurnicher, je suis pas bien. J'aimerais faire ce que je veux, n'être jamais contrarié par quelqu'un. Ce qu'il faut dire à une femme. Gracieuse, souple et bien faite, tu es une femme parfaite. Toujours souriante et affable, tu es une femme adorable. De toutes les femmes chéries, tu es certes la plus jolie. Je ne sais rien de meilleur que les trésors de ton cœur. Je lis à travers tes yeux l'émoi de ton cœur amoureux. Tu es élégante et coquette et portes fort bien la toilette. Franchement, quand je lis ça, j'ai presque envie de rire. Mais un rire un peu triste, tu vois. C'est tellement dépassé. Ces conseils donnés aux hommes pour trouver les bons mots pour séduire l'élu de leur cœur. Tu es gracieuse, souple et bien faite. Comme si être une femme parfaite, c'était juste cocher des cases esthétiques pour plaire à monsieur. Oh là là, et ces compliments pompeux du style « tu portes fort bien la toilette ». On dirait qu'il parle d'un mannequin sur un podium, même pas d'une personne avec une vraie personnalité et des envies et des idées. Franchement, si un mec me sort des phrases comme celle-là, je saurais direct qu'il est resté bloqué au siècle dernier. Sérieusement, on n'est plus des trophées quoi, un petit update lui ferait pas de mal. Je me souviens encore de son fin profil, lorsqu'un soir au bal nous fîmes connaissance. Elle était charmante et mince comme un fil,
de grands yeux rêveurs et plein d'innocence, tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse, et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence. Elle était pétante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoique un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. Patente, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. Il m'a invité à dîner. Il m'a dit, tu verras, mon pesto, c'est une tuerie. J'y ai cru. J'ai même apporté un bon vin italien. Résultat, des pâtes pesto, pâtes parmesan, des pâtes au beurre, et moi, j'étais là, à faire semblant que c'était charmant, ce petit désastre. J'aurais dû me douter que le mec oublie le pesto, c'est aussi celui qui oublie de dire au revoir. Disparu, comme une boîte vide qu'on repose dans le placard, en se disant qu'on la jettera plus tard. Sauf que moi, je suis pas une boîte. Alors, tu lui avais répondu quoi quand il t'a dit que ses pâtes étaient façon maison? Je lui ai dit c'est courageux de rater quelque chose d'aussi simple. Et lui? Il a cru que c'était un compliment. Ah mais c'est délicieux ce rire, on dirait deux héroïnes échappées d'un roman de gare qui se moquent du scénario. Continuez. Avec les glaces et tout. C'est bien simple. Si tu connaissais mieux les hommes, tu saurais qu'ils aiment qu'on soit aux petits soins pour eux. Par exemple, ton mari raffole des pâtes, pourquoi ne lui en prépares-tu pas plus souvent? J'ai merveilleusement bien dîné ce soir. J'ai surtout apprécié tes pâtes et je te félicite. Jamais je n'en ai savouré d'aussi délicieuses et surtout si différentes. Dites-vous bien que votre bonheur peut être parfait grâce aux pâtes lustucrues aux œufs frais, car elles sont si différentes. Moi, je voudrais pas être une fille maintenant, ni un homme, encore moins. Parce qu'elles ont plein de choses, elles ont la pilule, il y a le portable. Mais pourtant, moi, j'aime pas quand on dit le bon vieux temps. Ça m'agace profondément. Mais moi, j'ai eu de la chance. Pourtant, moi, je suis d'avant-guerre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Quand je vois mes petits-enfants, j'ai pas l'impression qu'ils sont beaucoup plus heureux que moi. C'est peut-être justement parce que ils croient que tout a toujours été comme ça, alors ils peuvent critiquer. On peut toujours faire mieux pour l'école, on peut toujours faire mieux pour la santé. Hein, mais je pense que les gens de cette époque-là, nous, tout est nouveau. Moi, un jour, mais ça n'a rien à voir. Il y a un petit jeune pour le concours de la résistance. Il vient m'interviewer, et puis, parce que mes parents ont été déportés. Alors, je dis, mon père s'inquiétait là-bas à Buchenwald de savoir ma mère, je ne sais pas, dans un camp. Et le gamin, il me dit, il n'avait donc pas de portable? Ah ben non, les déportés, ils n'avaient pas de portable pour savoir où étaient les gens. Les gamines, elles ne se rendent pas compte que la pilule... c'est merveilleux, la préparation à l'accouchement sans douleur. Moi, c'était payant de mon temps. Hein. Moi, j'ai aimé accoucher, j'ai aimé faire des gosses, mais maintenant, c'est gratuit. Alors, tu méditais sur les mystères de l'océan? Non, je pensais à des pâtes au beurre et à l'homme qui pensait que c'était un dîner romantique. Classique, hein? Mais dis-toi que s'il avait eu du pesto, je serais attachée pour de bon. Oui, c'est vrai. J'ai échappé à une vie de pâtes triste. Mais c'est formidable. On tient notre légende. Elle l'a quitté à cause du pesto oublié. Ok, mais seulement si on peut l'appeler portrait d'une femme libre et légèrement affamée. Le roman photo est né en Italie, après la Seconde Guerre mondiale. Il est le reflet d'une époque où une génération traumatisée par les horreurs du conflit cherche à s'évader et à rêver. Les premiers romans photos sont dessinés, puis illustrés par des photographies, telles qu'ils existent encore de nos jours. Cela révèle une évolution naturelle dans un contexte où la photographie offre au lecteur un sentiment de réalisme inédit. Contrairement aux personnages dessinés, les protagonismes des romans photos sont interprétés par des acteurs, ce qui renforce l'empathie, l'identification et la projection.
Le roman photo sentimental, incarné par des revues comme Nous deux en France, s'inscrit dans une tradition qui dépasse la simple fiction pour devenir un reflet des évolutions sociales de l'après-guerre. Ces archives témoignent d'une esthétique soignée, proche du néoréalisme italien d'après-guerre, et montrent la complexité technique et artistique des romans photos, bien qu'ils aient été longtemps considérés comme de la sous-culture plutôt que comme un art. Le roman photo a rapidement conquis d'autres pays, notamment autour du bassin méditerranéen et en Amérique du Sud. Les pays anglo-saxons, influencés par une culture protestante, ont été plus réticents. En France, Nous deux a atteint un succès phénoménal, avec 1,5 million d'exemplaires vendus chaque semaine en 1957. Malgré des stéréotypes apparents, où l'accomplissement féminin semble lié à la rencontre amoureuse, le roman photo a joué un rôle dans la remise en question des normes sociales, notamment du mariage bourgeois. Le jour où elle se rend peut-être compte qu'au fond, elle n'a qu'une seule vie, et qu'elle est peut-être bête à la gâcher, à rester derrière ses fourneaux, etc. Surtout si elle peut faire autre chose. Alors à ce moment-là, je crois qu'elle peut prendre son destin en main et essayer de s'en sortir toute seule. Quoi que ça lui coûte, parce que ça peut être au prix d'une séparation, ou un prix, elle peut le payer très cher, son bonheur. Cette évolution sociale s'inscrit dans une époque de crise des modèles traditionnels de couple et de sexualité, qui s'est poursuivie jusqu'à la révolution des mœurs des années 1970. Ça, c'était bien ici. Le sel dans les cheveux? Non, le fait que je pense enfin à autre chose qu'à lui. Et tu penses à quoi? Une pizza, une sieste et un peu à moi, ça fait du bien. C'est décidé. Je veux faire un roman photo sur l'amitié. L'amour, c'est surfait. Et les pâtes au beurre encore plus. Le roman photo, à l'instar d'autres médias comme certaines séries télévisées, participe activement aux transformations sociétales en abordant des questions de fond. La sexualité, la famille et les conventions sociales. À travers ces récits populaires, les romans photos ont su capter et accompagner des changements profonds, tout en étant un miroir de l'époque dans laquelle ils se sont inscrits. Quand je serai plus vieille, je serai heureuse de me marier et d'avoir des enfants. La recette d'un bon roman photo. Il faut une trame romanesque. Il n'y a plus comme autrefois la fin heureuse obligée, comme par exemple le mariage heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, une fin heureuse obligée, ça peut être un divorce réussi. La réalisation se fait généralement sur 2 jours, pour réaliser 20 pages avec 9 images par page. Lorsqu'une personne parle, la bulle est reliée avec un triangle. Lorsqu'elle pense, la bulle est reliée avec des petits ronds. Les ingrédients d'un bon roman photo. C'est avant tout un titre accrocheur. Ensuite, c'est une belle histoire d'amour. Une histoire avec plein de rebondissements. Il faut des intrigues, du suspense. La lectrice doit être complètement captivée par l'histoire. Mesdames, je vous le dis, cette journée est un chef-d'œuvre. Vous êtes mes Lolo Brigida normande. Mon Truffaut à 2 voix. Tu dis ça à toutes les filles que tu photographies? Non, d'habitude, elles veulent juste paraître minces, belles, inaccessibles. Vous êtes là, vivante, avec vos peines, votre humour et vos glaces Truffaut. C'est plus sentimental que prévu. On ne fait pas du roman photo pendant 30 ans sans croire un peu aux émotions qui débordent. Et tu crois qu'on peut les recoller, les émotions? Non, on peut les transformer. On peut en faire une image, un souvenir drôle. Un moment où tu as mal, mais où tu ris. Et là, Eugénie, tu es en train de réussir un tour de magie. Ce n'est pas rien ce que tu viens de dire. Je sais. C'est pour ça que je ne le dirai qu'une fois. Tu viens de vivre un grand moment de sincérité, Philippe. Tu veux une médaille ou une gaufre? Une gaufre avec du sucre glace. C'est le seul goût que je prends en fin de journée. Le couple idéal. Il est grand et viril, médecin, journaliste ou archéologue. Jamais maçon ou balayeur. Elle est belle, sincère, candide, toujours au bord des larmes. L'histoire type. Une garce lui vole son fiancé. Il va céder et très vite le regretter. Le roman photo, cela paraît très simple. Mais en fait, on n'est pas aidé par la parole. Il faut travailler la gestuelle. C'est vraiment pas facile. Au cinéma et au théâtre, on s'appuie sur les mots. La colère, la tristesse, qu'est-ce que je peux faire? Ah, la passion, c'est le plus difficile, mais c'est le plus beau. Je t'aime vraiment. Mais dans les romans photos, les histoires d'amour finissent toujours bien. Évidemment par un baiser. Celle que j'aime éperdument possède un visage charmant, un corps troublant, une petite bouche en cœur et des cheveux dont la splendeur font mon bonheur. Sous le ciel de mon beau pays,
y en a pas une comme ma brune. Je vois ses yeux si doux, si doux, si doux. J'entends sa voix partout, partout, partout. Sous le ciel de mon pays, y a rien de plus joli. Dans les romans photos et bien d'autres récits populaires d'autrefois, les héroïnes étaient souvent représentées sous un angle très limité, incarnant des figures stéréotypées de la femme douce, romantique et dévouée. Bien que ce portrait ait eu tendance à mettre en avant la douceur et l'attachement à l'amour, il reflétait une vision quelque peu réductrice du rôle des femmes. Ces héroïnes étaient rarement dépeintes comme autonomes ou émancipées en dehors de leurs relations amoureuses. Leur réussite personnelle se confondait souvent avec celle de leurs partenaires masculins. Cependant, certaines héroïnes parvenaient tout de même à incarner une forme d'indépendance. Exerçant des métiers comme secrétaire, vous pourrez constater que pour devenir la meilleure dactylo, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Le meilleur doigté, le meilleur... Non, écoutez plutôt. infirmière, maîtresse d'école ou atteignant le prestigieux rôle d'hôtesse de l'air qui, dans l'imaginaire collectif de l'époque, symbolisait l'aventure et la liberté. Toutefois, même dans ces fonctions, le romantisme restait souvent central, comme si leur carrière devait être adoucie par cette dimension émotionnelle et sentimentale. L'homme n'est jamais très loin. Quand je les vois, les hôtesses de l'air, c'est des domestiques. Hein. Moi, j'aurais pas rêvé d'être hôtesse de l'air. Hein. J'ai une belle-sœur, sa sœur était hôtesse de l'air. Il faut toujours être impeccable, même si vous avez mal dormi et tout. Cela dit, il est important de noter que le romantisme en soi n'est pas un défaut ou une faiblesse. Ce qui est problématique, c'est lorsqu'il devient la seule dimension accordée aux personnages féminins, les réduisant à un seul trait de caractère. Je rêve que je suis une belle princesse endormie. Un prince charmant vient m'éveiller. Il me déclare sa flamme. Ça va le brûler. Je le rôti. Les femmes peuvent être romantiques tout en étant indépendantes, ambitieuses et fortes. Et c'est cette complexité qui a longtemps manqué dans les représentations médiatiques. Heureusement aujourd'hui, les héroïnes contemporaines dans la fiction évoluent de plus en plus vers des rôles diversifiés, montrant des femmes aux parcours complexes et multiples, qui ne se définissent plus uniquement par leurs quêtes amoureuses. Pour être heureux en ménage, bonne ménagère tu seras. À table tu lui souriras. De bons petits plats tu lui feras. À sa fête tu penseras. De tout cœur tu l'aimeras. Ce texte met en lumière des stéréotypes de genre et des attentes traditionnelles qui, pendant longtemps, ont dicté ce que l'on attendait des femmes dans le cadre du mariage et de la vie de couple. L'idée qu'une femme devait être une bonne ménagère, sourire à son mari, préparer des plats délicieux et se rappeler de ses fêtes est une vision réductrice et datée de ce qu'est un couple équilibré. La zénone, c'est au foyer, c'est pas au travail. Il faut les occuper parce que s'ils restent à la maison, après ça court, je préfère la femme à la maison. Et le monsieur travaille. Quand il rentre le monsieur, il trouve tout prêt. Son linge, son lit, sa cuisine. Ainsi, la transformation des rôles de genre et la remise en question des attentes traditionnelles ont permis des relations plus épanouies, basées sur l'égalité et le respect de chacun. Éloignons-nous un peu du roman photo pour évoquer ce magnifique manuscrit réédité en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Étonnant. L'école du bonheur. Mention bien, mais pas très bien, il ne faut pas exagérer. Ah, l'école du bonheur, ce chef-d'œuvre méconnu du patriarcat. Ce guide pratique, expliquant aux femmes que leur bonheur ultime réside dans l'art du soufflet réussi et du silence complice quand monsieur parle de sport. Un livre écrit avec amour, sûrement par un homme qui trouvait que sa femme ne repassait pas assez ses chaussettes. Alors, en 2025, que fait-on avec ce trésor du passé ? On en rigole évidemment, parce que l'idée qu'une femme ne puisse rêver que de nappes bien repassées et de ragoûts mijotés est aussi datée que la mode du port du corset pour aller acheter son pain. Vertus et qualités de la femme, épouse et mère. Ces vertus et ces qualités, qui fort heureusement lui sont assez souvent naturelles, sont le dévouement, la bonté, la patience, le tact et l'égalité de caractère. Le dévouement est fait d'abnégation et d'esprit de sacrifice. C'est un des attributs de la mère. Le dévouement maternel se montre quotidiennement dans les plus petites choses, grandit aux besoins des circonstances, il n'est pas rare qu'il aille jusqu'à l'héroïsme.
Des défauts à combattre. Voilà les principales qualités que la femme doit développer en elle. Mais il est bon d'ajouter qu'elle devra encore s'efforcer de combattre certains défauts, qu'à tort ou à raison, on prête largement aux femmes. On dit qu'elles sont vaniteuses, coquettes, bavardes. Et ce sont souvent les autres qui font les frais de ces bavardages. Or, que de brouilles sont dues à la langue. La jalousie, l'envie. Devoir envers le mari. À son mari, la femme doit assurer le bien-être matériel et moral. Elle saura faire en sorte que rien ne lui manque. Aujourd'hui, le bonheur féminin est un concept plus large, plus complexe et surtout plus fatigant. Car attention, on ne nous demande plus seulement d'être de parfaites fédulogies. Non, non, non. Maintenant, il faut aussi être des working girls accomplies, des aventurières intrépides, des yogis zen, des chefs étoilés et bien sûr avoir une peau éclatante sans filtre. Le bonheur est vraiment devenu un CDI à temps plein avec heures sup obligatoires. Alors, en refermant l'école du bonheur, une question me taraude. Est-ce qu'au fond, la femme du début du XXe siècle, avec son tablier amidonné et son planning centré sur le gigot du dimanche, n'avait pas moins d'angoisse existentielle que moi, coincée entre mon job, mon abonnement à la salle de sport et mes 10 applications de méditation? Non, bien sûr que non. Mais si quelqu'un écrit en 2085 le manuel du bonheur féminin 2025, je suis curieuse de voir à quelle sauce nous aurons été mangés. Il va falloir qu'on imprime ces photos, sinon on va croire qu'on est arrivé de tout ça. Promis, j'envoie cela au journal. Le titre, Pesto disparu, puis retrouvé. Je préfère, j'ai le cœur coquillette. Merci pour ces moments, fille. Ah, je vais vous remercier. Vous êtes les plus belles histoires que j'ai photographiées depuis des lustres. Tu sais, l'homme au pâte au beurre. Dans 20 ans, tu riras en y pensant. Mais cette journée, tu ne pourras jamais l'oublier. On fait en sorte qu'elle soit jolie. C'est fait. Bon, je vous laisse. J'ai une pellicule à développer. Je n'ai pas de type de femme particulier, mais j'ai quand même une petite préférence pour les blondes. Paris a eu Mimi Pinson, les mots sont plus de choses. Paris vient de changer son nom, il a sa Marie-Rose. Mais vous restez la même, mitinette qu'on aime. C'est votre chic suprême qui fait notre renom. Pour vous arpètes et trotins, je lance ce nouveau refrain. Marie-Rose est une blonde de Paris. C'est bien la reine du monde, chaque fois qu'elle sourit. Sur tout que nul ne confonde. Marie-Rose et Rose-Marie, la plus belle fille, la plus gentille, c'est Marie-Rose. Marie-Rose, Marie-Rose, c'est tout notre Paris. Vous la voulez brune ou blonde? Heureusement, ces normes ont évolué. Les rôles dans le couple, ainsi que dans la société en général, ne sont plus définis simplement par des attentes figées en fonction du sexe. De tout temps, on a appris aux femmes à se taire. On leur a appris qu'elles devaient s'occuper des gosses, s'occuper de la cuisine et qu'elles devaient servir l'homme, c'est tout. Les femmes ne sont plus uniquement cantonnées aux tâches ménagères et les hommes ne sont plus vus comme les seuls pourvoyeurs financiers. Aujourd'hui, il est reconnu que le bonheur dans un couple repose sur la réciprocité, le respect mutuel, l'écoute et le partage des responsabilités. De plus, les enfants ne sont plus systématiquement assignés à des jouets genrés, ce qui permet une éducation plus ouverte où chacun peut explorer ses passions et intérêts sans se sentir contraint par des stéréotypes. Si je peux vous donner un conseil, soyez amoureuse, soyez romantique, soyez tendre, mais surtout soyez lucide et qu'il soit brun, blond, roux ou châtain, choisissez bien votre fiancé. Et si malgré tout vous hésitez, rassurez-vous, la couleur des cheveux, ça peut se teindre, et la coupe, ça se change bien sûr. Mais le caractère, les valeurs telles que le respect, la capacité à vider un lave-vaisselle, à étendre correctement une lessive, à retrouver les chaussettes des enfants ou à faire le repas, sans appeler ça un exploit, ça c'est essentiel. Quel bazar! Je n'y comprends rien. Viens m'aider. Parce qu'un beau sourire, c'est bien. Mais trouver l'équilibre de la famille et du couple, c'est encore mieux. Bon voilà, on arrive à la fin. Il est temps de se dire au revoir. Alors oui, en quelques décennies, il y a eu pas mal de progrès sur l'égalité femmes-hommes. Pas parfait, mais bon, on avance. Enfin, des fois à petits pas quand même. J'ai une question pour vous. Vous vous souvenez au début du film, il était écrit « Toute ressemblance avec des personnes ayant existé est volontaire ». Eh bien, je vous le demande,
Y en a-t-il parmi vous qui se sont reconnus? Franchement. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas juste un hasard. Hein. C'est que vous étiez visés. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Enfin si, je vous dis au revoir.